Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti. That's when I decided to hack you. Whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axe Open. Alors à l'image du QR code, cette année l'utilisation des applications mobiles dans les entreprises elle a connu un véritable renouveau avec la crise sanitaire et puis la croissance de la mobilité et du télétravail. Seulement pour développer des applis mobiles aujourd'hui, il y a plein de technos qui existent et c'est un petit peu dur de s'y retrouver parfois. Et donc aujourd'hui, l'idée c'est de sortir un peu notre boule de cristal pour vous éclairer sur les futures tendances et puis aussi pour vous donner notre avis sur les technos actuels. Elle était bien cette intro ? On peut parler de l'intro sur le QR code là. C'est peut-être la meilleure intro que t'aies jamais faite. C'est vrai depuis, que c'était très très bien. Depuis que c'est plus moi qui les C'était écris, très ça va recherché. vachement mieux. Ah mince. Ah d'accord. Bon, vous l'aurez du coup deviné, pour parler du sujet avec moi aujourd'hui, j'ai Philippe, Bonjour. j'ai Arthur, Salut. et puis j'ai Jordan Bonjour. et Thomas, Salut. qui ont déjà fait des podcasts avec nous. Et Jordan a tenté aussi l'un des premiers podcasts en live qu'on avait fait il y a En live, ouais. 7-8 ans, 6 ans, 5 ans, je sais pas. Non, ça- moins. Pas autant, hein. C'était il y a 3 ans, 3-4 ans, non Ah, ouais, j'ai vieilli. Le temps passe vite tellement. Voilà. Tiens, en parlant de vieillir, on va pas te rajeunir, on va te laisser faire comme d'habitude le point historique. Philippe, Nous vivons tous un moment historique. Les transitions sont folles. Hein. c'est de plus en plus travaillé. Si tu peux du coup nous expliquer un petit peu quelle est l'histoire du développement mobile, quelles sont les technologies finalement qui ont émergé, comment est-ce que ça a évolué, et nous expliquer les différentes manières de faire actuelles. Ok, alors je vais pas faire comme tu m'as dit juste avant, je vais pas parler du WAP parce que ça va vraiment ramener des gens qui sont trop vieux autour de la table. Non, alors comment ça a commencé ? Globalement, on peut noter un petit peu le démarrage avec la sortie de l'iPhone, le tout premier iPhone. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement par rapport à avant ? Avant, on faisait un petit peu de mobile, mais c'était plutôt une espèce de sorte de pré-web. Et après l'iPhone, on a eu ce qu'on appelait les apps. D'accord, ça n'existait pas vraiment avant, même s'il y avait des anciens fans de BlackBerry vous disaient que ça existait, mais ça n'existait pas vraiment sous ce format-là. Et avec l'arrivée de l'iPhone, il y a eu toutes ces arrivées d'App Store qui sont arrivées dans tous les téléphones, et du coup, il y a vraiment eu le lancement de ce qu'on appelle la course un petit peu à l'application. Il y a une app pour tout, hein, c'était un petit peu le slogan d'Apple et de tout le monde d'ailleurs. Et c'est là où on a vraiment commencé. Historiquement, au tout démarrage, la seule possibilité qu'on avait pour faire des applications, c'était de faire du développement natif sur chacune des plateformes, que ça soit, je vais citer les deux qui ont survécu, qui sont celles de Google et celles d'Apple, dans les langages respectifs qu'on va appeler communément le développement natif sur les différents appareils. Et grosso modo, ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que si on voulait avoir une application mobile, il fallait en avoir 1, 2, 3 en fonction du périphérique ciblé. Ça, c'était maintenant, il y a peut-être... alors Jordan connaît forcément la date de la sortie de l'iPhone par cœur, mais ça doit peut-être presque une dizaine d'années. Et depuis, ça a été un petit peu la folie Alors, il y a eu une phase de pic où tout le monde voulait son petite application, même pour rien faire. Et petit à petit, ça s'est professionnalisé. Maintenant, c'est évident que chaque entreprise a plus ou moins son application, mais qui essaye de faire quelque chose d'intéressant. Faire du développement natif sur différents périphériques, ça coûte assez cher. Donc, il y a eu des idées, comme toujours, de faire une application unique qui se déploie sur plusieurs périphériques, ce qu'on va appeler tout ce qui tourne autour du cross-platform. Et on verra après, dans la discussion, qu'il y a encore d'autres solutions comme les PWA ou les applications web progressives, ce genre de choses, qui sont apparues. Ce qu'il faut retenir, je pense, juste pour cette introduction, et après j'arrête de parler, c'est qu'il y a encore toutes les possibilités. C'est-à-dire, on peut encore faire du développement natif et c'est encore le meilleur choix dans certains cas. Il y a du cross-platform qui existe, qui s'est un peu stabilisé et structuré au fil des années. Et il y a aussi des nouvelles tendances qui essayent d'arriver. Je ne sais pas si on parlera de Flutter ou pas. Si, on en parlera. qui essayent d'émerger pour simplifier tout ça. Mais il faut revenir et ça sera ma conclusion de cette introduction, c'est que c'est toujours un peu une jungle de faire un développement d'application mobile et c'est pas forcément trivial pour ni les clients ni les développeurs de trouver la bonne techno pour faire le bon projet. Sauf si on veut un seul périphérique cible, et dans ces C'est cas-là, c'est assez simple. C'est plus simple, mais c'est souvent pas ce qu'on veut. Oui, non, c'est sûr. Ça, c'est rare. On démarre par parler du coup un peu plus donc t'as annoncé développement natif, cross-platform, etc. J'ai mis tous les keywords. Ouais, tous les keywords et maintenant on peut dérouler. Du coup, si on démarre un peu donc par la base qui est quand même le développement natif et qui est quand même encore très très utilisé aujourd'hui. Donc on a deux choses, on a côté iOS maintenant et côté Android. Côté iOS, donc on est sur Swift maintenant, Jordan. Oui, toujours. C'est quoi du coup les nouveautés côté iOS, comment ça fonctionne sur Swift ? Ça évolue assez peu. Ça fait quelques années qu'ils sont sur une phase où ils veulent stabiliser le langage.
Notamment, je me suis pris des petites notes. Du coup, actuellement, on est en Swift 5.4. Swift 5, donc la version majeure, date de 2019. Donc ça prouve qu'on est vraiment dans une volonté de stabiliser la situation, le langage, etc. C'est vrai qu'on se rappelle de l'époque Swift 1, 2, 3 où il sortait tous les 6 mois et il fallait refaire toute l'application. Exactement. Et avant, il y a eu Objective-C. Avant Swift, Objective-C, qui se basait du coup sur le C, c'était un langage assez lourd. Du coup, c'est pour ça qu'ils voulu évoluer vers Swift. C'était leur langage à eux. C'était un langage. Alors, je sais pas si. Oui, je crois que c'était Apple. C'était Apple Ça qui date l'avait des développé. années 90, je Les crois. années Philippe. c'est mes années, quoi. C'était Nextstep même, je crois. C'était- ouais, peut-être. Anciennement. Ouais. Et du coup, Swift est arrivé en 2013-2014, enfin début des années 2010, quoi. Et on a eu la joie d'annoncer à nos clients qu'il fallait qu'ils redéveloppent. Toute leur application. Ça devait être sympa. C'est cadeau. Et puis après, tous les ans, de Swift 1 à Swift 4, fallait tout rechanger aussi. Donc, Donc voilà. maintenant, c'est plutôt stable du coup côté. Maintenant, c'est plutôt stable. Les dernières grosses évolutions sont facultatives, entre guillemets. Je vais parler de Swift 8 notamment, qui veut unifier toutes les interfaces au sein de l'écosystème Apple. Donc, que ce soit iPhone, iPad, Mac même. Donc, l'idée, c'est de développer une seule interface pour toutes les plateformes. Et puis, Parce que voilà. Apple, ils ont le cross-platform, mais au sein de leur environnement. Ouais, C'est ça. Mais d'ailleurs, ils ont le même store pour toutes leurs applications, que ce soit montre, iPhone, iPad, Alors, Mac. Ça a le même nom, Mais c'est pas mais le en même soi, il est catalogue. différent. Ouais. Voilà, c'est pas le même catalogue. Voilà. Et côté Android, du coup, ça se passe comment? Parce que historiquement, du coup, on avait le Java en natif. Ça fait plusieurs années qu'on pousse sur du Kotlin, enfin que Google pousse là-dessus. Du coup, ça se passe comment aujourd'hui par rapport à ça? Alors, donc, comme tu l'as dit, pendant longtemps, on était sur du Java et c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui parce que Java a l'avantage d'avoir une grosse communauté, donc les développeurs Java sont nombreux et les projets open source en Java, on en trouve beaucoup sur Internet, donc c'est assez pratique de développer en Java. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, Google pousse plus à l'utilisation de Kotlin. Donc Kotlin, pour la petite histoire, c'est un langage qui existe depuis 2016, qui a été développé par JetBrains, donc les développeurs d'Android Studio. Et du coup, de la seule vraie IDE pour développer des applications Android. Il y a de la pub maintenant. Le seul IDE tout court. Seule IDE tout court, enfin, j'en ai pas d'autres, mais... donc tout le monde connaît Android Studio et donc JetBrains, et ils ont développé leur propre langage, et eux aussi le mettent en avant, forcément, via leur IDE. Et puis, Mais c'est plus une surcouche qu'un vrai langage. c'est plus une surcouche de Java qui simplifie pas mal les choses. Pour quelqu'un qui connaît pas, qui a jamais fait de développement, il va avoir plus de facilité à se mettre dans du Kotlin que dans du Java. C'est un peu l'équivalent de TypeScript pour JavaScript, pour ceux qui nous C'est écoutent. ça. Et la syntaxe est un peu similaire à Swift, même si les logiques sont pas forcément les mêmes, mais on retrouve des similarités, donc c'est quand même assez beaucoup moins verbeux que Java. Et donc du coup, les développements pour les nouvelles applications, on va plus partir sur du Kotlin pour ces raisons-là. On a aussi une meilleure gestion des erreurs, que je l'ai pas dit, mais le gros problème qu'on a sur Android, et je pense sur les applications mobiles en général, c'est par exemple les null pointer exception. Tout ce qui est ce genre d'erreur-là, qui est très bien géré par Kotlin. On a quasiment plus ce cas-là, en fait. Si on a ce genre de problème, c'est qu'on l'a voulu. Et Faut le vouloir. c'est volontaire, quoi. L'IDE le met suffisamment en avant pour qu'on comprenne qu'il y aura un problème. Mais du coup, c'est l'IDE qui fait l'effort ou c'est Kotlin vraiment? C'est la syntaxe de Kotlin qui D'accord. t'empêche de faire des nuls. Ok. Oui, une variable est initialisée par défaut et t'as aucune chance d'avoir En un fait, nul. t'as les rajouter variables les optionnelles et les optionnelles, variables ouais. pas optionnelles. Et donc, Ils ont encore copié ça à Swift, quoi. c'est pour ça que je dis ça se rapproche beaucoup de Bon, Swift. optionnel, il y en a aussi en Oui, il y en a Java, un peu hein. partout. Oui, maintenant. même en TypeScript. Mais, Oui. Mais en du fait, coup- les langages récents ont une syntaxe similaire de manière Ouais. générale. Et du coup, vous pensez que Java, parce que tu disais qu'il y a encore beaucoup d'applications mobiles qui tournent sous du Java, Oui. est-ce qu'aujourd'hui Java va petit à petit mourir et on va laisser vraiment la place à Kotlin, ou est-ce que ils vont continuer à cohabiter? Techniquement, toutes les applications tournent en Java vu que Kotlin Ouais. va compiler en Bah, Java tu me derrière. surcouffe, ouais. Techniquement, Donc, ouais. Après, des applications développées, enfin des nouvelles applications mobiles développées en Java aujourd'hui, je pense que ce sera de moins en moins le cas, voire plus du tout le cas. Mais Java, c'est toujours très utilisé, au même titre qu'on a beaucoup de PHP par exemple dans les sites web, alors que c'est peut-être pas forcément la convention. Parce que est-ce qu'il y a des limitations au niveau du Kotlin il y a des choses que tu peux vraiment pas faire du tout en Kotlin que tu peux faire qu'en Java?
Tout ce qui Pas à touche ma très connaissance. système et tout, non, il n'y a pas de... Comme c'est un niveau au-dessus, en fait, il n'y a rien qui empêche de faire ce qu'on peut faire en Java. Tu peux écrire un bout de Java dedans. Oui, Ouais, tu peux peux écrire écrire Java. en Java. Et puis après, tu peux même convertir du code Java en Kotlin. Hmm. Les IDE le permettent assez facilement et ça marche plutôt bien. Je sais qu'on l'a déjà fait sur des applications en interne. Et puis voilà, après Kotlin peut être utilisé pas que pour le mobile, hein, pour les API. On a des projets où on a des API en Kotlin. Donc ça marche aussi dans les deux sens. Donc voilà, moi je pense que pour l'instant la disparition de Java sur le mobile c'est pas pour tout de suite. Il y a encore des belles années devant Java pour Java. 1 milliard En de mobile. devices tournent sur Java, hein, on le sait Ouais. à chaque fois qu'on télécharge. Mais oui, ça, C'est faux, parce que ça doit être beaucoup plus maintenant. Oui, bah oui, ça fait 10 ans que c'est le même message. mais ouais, Kotlin sera de plus en plus mis en avant, aussi bien par ceux qui le développent que par Google qui impose un peu la norme. Et à l'avenir, on verra de plus en plus de Kotlin dans les codes. Ça marche. C'est les vendeurs Kotlin, le gars. quoi. Ouais, c'est ça. Il travaille chez JetBrains en fait, Ouais. c'est un intervenant. Du coup, donc là, on a fait un petit tour du natif. Donc, on a dit en préambule qu'effectivement, maintenant, il y a des technologies qu'on va appeler cross-platform qui vont venir un peu péter ce marché natif installé depuis le démarrage. Le cross-platform, comment ça marche, du coup, aujourd'hui? Il y C'est a quoi le principe? Il y a plusieurs types de cross-platform. Il y a soit l'ancien entre guillemets où on se basait vraiment sur un navigateur ou un équivalent navigateur où en gros on avait une application qui allait créer des pages navigateurs et qui allait ensuite être affichée. Et d'où on a de plus en plus de cross-platform, enfin d'applications cross-platform qui vont développer au plus proche possible du natif, donc en créant limite du code Java, du code iOS derrière pour que ce soit de plus en plus de fonctionnalités par rapport à ça, parce qu'on avait des gros problèmes de cross-platform où on n'avait pas accès au Bluetooth, on n'avait pas accès à ci, à ça, parce que on restait sur une couche beaucoup trop élevée. Et du coup, les frameworks essayent de plus en plus de creuser au niveau du natif pour s'implémenter au plus profond des devices, mais ce qui demande de plus en plus de temps, parce qu'il faut le faire pour chaque type de device, et entre les montres, les tablettes, maintenant en plus ils veulent faire du desktop, donc ils veulent faire des applications bureau en même temps. Donc il y a vraiment de plus en plus de choses. Et en plus, on a les smartphones pliables qui arrivent sur le marché, qui va être encore un enfer pour les développeurs mobiles. Et donc voilà, et je pense que de toute façon, en ce moment, il y a plus quasiment que des frameworks qui se basent vraiment sur du natif quasiment à 100%. Parce que c'est quoi les gros frameworks cross-platform actuels? Je dirais React Native, Ionic peut-être, Flutter. et Flutter. mis en avant. N'en déplaise à Philippe, Flutter en 2021 a dépassé le marché de React Native. Ah bon? Ouais. Moi, j'étais resté sur React. Moi. Ouais. Mais c'est Donc- marrant parce que moi j'ai que des clients qui ont du React Native, j'en connais pas un seul qui a Flutter. Est-ce que tu as beaucoup de clients qui ont du React Native? Ouais, j'en ai Ah pas ouais mal. Hein. Ouais. Ok. Après, l'avantage du React Native et même du Ionic par rapport à des langages comme Flutter, c'est que c'est du web et qu'il y a beaucoup plus de développeurs Ouais, web c'est sur ça. le marché Et que ça, de c'est le plus gros développeurs problème mobiles. quand j'ai voulu développer en Flutter et commencer, c'est qu'il fallait apprendre un tout nouveau langage. Et en plus, le Dart a vraiment aucune similitude à tous les langages qu'on connaît. C'est vraiment une syntaxe très très spécifique. Et du coup, c'est vraiment tout réapprendre. Tandis que quand on fait un petit peu quand on fait de l'Angular, passe facilement sur des React, on passe facilement sur du Vue. Parce que là, Dart, on réapprend tout à 100%. Et donc, c'est un pas qu'il faut faire, mais apparemment, ça vaut le coup vu que Flutter a vraiment pris une grosse part de marché. Ils ont vraiment développé de plus en plus de choses. Sur leur release 2 qui est sorti il y a pas longtemps, là, ils ont enfin une version stable pour les applications bureau. Et ils ont aussi des applications Linux, ils ont des applications. C'est vraiment un cross-platform, limite toutes les plateformes. Et il y a aussi Kotlin, du coup, qui ont... je le replace, mais... Il y a, donc les développeurs de Kotlin avaient pour vocation aussi de faire un langage qui soit cross-platform. Et donc ils ont développé Kotlin multiplateforme, qui est donc un langage Kotlin qui va permettre derrière de développer une application sur Android, iOS et desktop. C'est encore en alpha actuellement, mais ça a l'avantage non négligeable de... si on est développeur Android, pas besoin d'apprendre un nouveau langage pour faire de l'iOS. On peut directement développer une application iOS. On peut avoir une application desktop et c'est la même logique que Flutter, c'est-à-dire que ça utilise du natif derrière. On n'est pas sur un conteneur web qui sera exécuté dans une application mobile. Et de ce fait, je pense que ça peut avoir un avenir plutôt glorieux. Puisque au final, La technologie cross-platform, il y a beaucoup d'avenirs glorieux qui sont Ouais, c'est ça. finis par on arrête Il y a- le projet. il y a beaucoup de projets qui se cassent la gueule, mais du fait que ce soit Kotlin et que ce soit déjà pas mal implanté et que JetBrains ils savent ce qu'ils font et ils ont déjà les IDE
qui sont développés par eux, donc ils peuvent le mettre en avant plus facilement que d'autres développeurs. Donc je pense que c'est un sujet qu'on peut regarder. Peut-être que dans plusieurs années, on apprendra que ça n'a jamais abouti et que... C'est ça. Mais bon, là, la breaking news, c'est que Flutter a dépassé 2% de part de marché. Donc... Non, mais c'est un concurrent sérieux à Flutter, en tout cas, dans ce que Flutter apporte par rapport aux autres. Et est-ce que Microsoft ont leur solution ou... Parce que c'était quoi, c'était Xamarin? Ouais, Xamarin. C'est Mais Xamarin. ça Ils existe l'ont encore. abandonné. Si, ça existe toujours. Hein. C'est toujours pris en compte, ok. Qui l'utilise? C'est pas très utilisé. Beaucoup moins utilisé, je pense. Et le petit nouveau, du coup, qu'on va arriver au-delà du coup du cross-platform, c'est un petit peu tout ce qui tourne autour de PWA, donc Progressive Web App. C'est quoi, du coup? Alors, l'idée de la Progressive Web App, c'est d'avoir une application web, donc c'est écrit dans un navigateur, qui soit installable sur votre téléphone sans passer par les stores. En gros, c'est ça le concept d'une PWA. Techniquement, on pourrait tout faire dans un navigateur, parce que dans un navigateur, vous avez l'équivalent de ce que vous pouvez faire sur le web, donc vous pouvez absolument tout faire. Sauf que du moment que ça devient installable, l'objectif, c'est de pouvoir accéder au périphérique, au device même. Et en fait, il y a un principe de base dans le web, c'est que vous avez un sandboxing, c'est-à-dire vraiment un environnement sécurisé dans votre web qui généralement est complètement bloqué pour accéder au périphérique. Pourquoi? Pour des questions de sécurité, pour des questions un tas de questions. Et essentiellement parce que nos amis d'Apple et de Google, ils n'ont pas du tout envie qu'on passe à travers leur store, enfin qu'on passe sans leur store, pour être précis, parce que eux, ils touchent des commissions sur les installations, ils touchent des commissions sur les achats, ils touchent des commissions sur tout. Donc grosso modo, faire des PWA, ça serait une possibilité technique qui est possible, mais qui serait se passer des grands fournisseurs de plateformes, parce qu'ils n'ont pas du tout envie. Donc grosso modo, cette technologie, même si technologiquement ça marchera, ça peut marcher, ça n'arrivera à mon sens jamais au bout, parce que tant qu'Apple veut prendre ses 30%, que veut faire Google après pareil, bah globalement ils vont bloquer au maximum les... Parce qu'une PWA elle est installée, mais tu n'as toujours pas accès au device? Ou tu as accès au device? À très très peu du device. T'as Genre, accès, tu as accès à ce que tu as à travers ton navigateur Ouais, web. donc Globalement, ça tu peux change accéder au mieux au mic. C'est comme si tu faisais un favori sur ta page en gros, c'est Google, ça. quoi. D'accord. Et que globalement, tu peux pas faire d'achat in-app, tu peux pas faire de notification, enfin, tu peux pas faire 90% des fonctionnalités que les gens aiment bien sur leur téléphone. Donc, globalement, même si c'est une possibilité tout à fait envisageable pour une application professionnelle qui est, j'ai envie de dire, pas à destination du grand public, pour une application du grand public, c'est aujourd'hui, à part des POC, ça va jamais plus loin. Parce que il me semble que tu as quand même accès à un truc qui est différent par rapport au navigateur, c'est que tu peux avoir une gestion du hors ligne. Ouais, avec des services workers. Dans ton navigateur, tu peux déjà le faire, je te rappelle. Tu as déjà accès à une base de données en local dans ton navigateur, tu as déjà accès à tout. Oui. C'est pas un problème technique, c'est un problème de volonté politique de pas vouloir offrir accès à plus. Ok. Parce qu'en fait, il faudra qu'ils ouvrent l'accès à leur conteneur de navigateur, en fait. Si du coup, donc là on a vu un petit peu les différentes technologies qui existent aujourd'hui. Si on les compare un petit peu sur différents points, tu parlais du coup des fonctionnalités et des limites que tu peux avoir sur les PWA par exemple. Maintenant aujourd'hui sur du développement natif ou du cross-platform, est-ce qu'il y a des limites vraiment de fonctionnalités ou est-ce que tu peux tout faire avec sur du cross-platform, tu peux quasiment tout faire maintenant. Ouais, moins les grosses fonctionnalités. Je suis d'accord, je suis 100% d'accord, mais c'est toujours un peu moins performant que le natif. Oui, c'est le problème du cross-platform. Même supplémentaire. Tu as quand même toujours une couche d'abstraction au milieu, et qui dit couche d'abstraction dit une petite latence. Alors 90% des applications, on s'en beurre, parce que globalement, c'est pas... On recherche pas la pointe de la performance. Mais dès que vous avez un petit peu de besoin de perf, c'est quand même pas le même niveau. Quoi. Et pareil, du coup, le mode offline, on peut le gérer avec n'importe on a accès, vu qu'on a accès à toutes les fonctionnalités du device, on a accès aux bases de données, à tout ce qu'on veut, donc on peut faire comme si on passait par une native classique. Okay. Et par contre, côté UX, ça donne quoi? Est-ce que c'est plus simple de partir peut-être sur du natif avec tous les composants que vous avez, ou est-ce que maintenant, avec le cross-platform, finalement, on peut faire des choses similaires, entre guillemets? Je sais qu'il y a beaucoup de technos, notamment Flutter et React, qui sont assez semblables au niveau de l'interface. C'est leur objectif, d'ailleurs. Ionic, beaucoup moins, vu que ça reste vraiment du web. Je ne sais pas si vous avez des retours d'expérience sur je sais que, par exemple, Flutter, ils vont vraiment se caler sur... quand on fait une interface, elle sera différente en fonction de... Enfin, différente. Elle prendra, on va dire, les packages de base de iOS et les packages de base d'Android, par exemple, pour ce qui est des boutons, pour ce qui est des inputs, etc. On restera sur vraiment la logique UX de Android et la logique UX de iOS. C'est aussi ce qui fait que on a l'impression... Enfin, c'est fait pour que ça fasse natif, donc ils font au maximum. Et après, je sais qu'ils sortent tous les jours des nouveaux widgets pour essayer de rapprocher le plus, de rajouter des animations, rajouter des ci, des ça. Je pense que maintenant, c'est limite plus simple de faire des trucs jolis
en cross-platform, parce qu'ils ont vraiment cette envie de faire la facilité pour faire des animations, pour faire des choses un peu chiadées, parce que c'est leur public. Leur public, c'est pas les applications, comme dit Philippe, qui veulent la performance, c'est les applications qui veulent tout le marché device, plus du coup quelque chose de joli. Donc ils ont vraiment ça, où ils essaient de mettre de plus en plus d'animations, de plus en plus de choses simples, tandis que faire une animation, en tout cas moi, quand j'en faisais en Java à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué et il fallait le vouloir, quoi. Et en termes de temps de développement, parce que du coup, c'était quand on veut toucher et Android et iOS, aujourd'hui, donc si on parle par le côté natif, on doit faire 2 applis, alors que si on passe par le cross-platform, une seule, mais bon, qu'il faut adapter quand même aux 2 OS. Et du coup, en termes de temps de développement réellement et en termes de coût, ça donne quoi ? Je vais la prendre, cette question. Il y a 2 choses. On rappelle que 80% du coût d'une application, c'est sa maintenance. Ça n'est jamais son développement. Donc, il faut toujours replacer les choses dans le contexte. Les clients, ils sont toujours à essayer de gagner 3 francs 6 sous sur le développement, mais si on regarde le coût d'une application dans son cycle de vie entier, c'est la maintenance qui va coûter le plus cher. Donc, développer des applications, c'est plus cher. Par définition, vous faites pas x2, parce que généralement, une fois que vous l'avez fait une fois, vous mettez 70-80% du temps à faire sur l'autre plateforme, mais néanmoins, c'est plus cher. Sur du cross-platform, vous allez avoir moins de coûts d'entrée puisque vous allez faire un développement pour 2. Par contre, vous allez avoir plus de coûts, à mon sens, de maintenance. Pourquoi ? Parce que globalement, vous allez maintenir presque 3 stacks. Vous allez maintenir les cycles de vie des applications iOS et des applications Android, et aussi le cycle de vie. Vous allez subir le cycle de vie du langage au milieu que vous utilisez, que ce soit Flutter, Ionic ou React Native. Donc, enfin, en termes de maintenance, si on regarde sur le long terme, c'est pas du tout gagnant que le cross-platform soit moins cher. Ce qui est sûr, c'est que pour des applications simples, le cross-platform est moins cher. Sur des applications compliquées, c'est pas du tout évident qu'on se soit beaucoup moins cher de le faire en cross-platform. L'autre intérêt majeur du cross-platform, c'est que vous avez qu'une technologie à maîtriser, donc qu'une seule équipe de dev. Mais dans la vérité du terrain, en fait, vous avez besoin de spécialistes des 2 périphériques. Parce qu'en fait, ça se passe pas exactement pareil. L'événement truc-muche, il y a toujours un endroit où vous allez avoir un spécialiste d'Android ou un spécialiste d'iOS. Sur Android, il faut être conscient que le parc, il est d'une telle hétérogénéité que entre les API 10, 15, 30, 22, 26, 44, ça se comporte pas pareil. Et votre cross-platform, généralement, il se comporte pas vraiment pareil sur les différents stacks. Du coup, à un bout d'un moment, vous êtes obligé d'aller foutre un bout de code natif. Et qui dit code natif dit que vous êtes de moins en moins cross-platform et de plus en plus natif. Et la dernière chose que je dirais, et je m'en arrêterai là, c'est que c'est un choix le cross-platform, qui est un choix de non-retour. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dedans, c'est fini. Vous ne sortirez jamais. Il faut bien expliquer aux clients que c'est pas parce qu'ils commencent par faire du cross-platform et que derrière leur application elle marche et qu'ils veulent dire je vais mettre des fonctionnalités plus cool, méga cool, que vous allez pouvoir transformer votre code cross-platform en code natif. Généralement, vous êtes parti dans le cross-platform jusqu'à la fin de votre vie, vous êtes dans le cross-platform. Ce qui est le même cas que pour le natif au final. Ce qui est le même cas que pour le natif. Mais le gros intérêt du natif, c'est que généralement, que ce soit Android ou Apple, ils sont rétrocompatibles avec eux-mêmes. Oui. Donc généralement, ça vous coûte de l'argent de mettre à jour, mais vous n'êtes jamais vraiment bloqué. C'est-à-dire que vous faites iOS, là on en est au 11. Non, 15. On est au 15. Ouais. Philippe, des versions. C'est Android 11. C'est Android 11. Ouais, c'est ça. On est en iOS 15. Vous êtes sûr que quand vous allez avoir le 16, vous aurez le tuto qui va bien sur Internet pour passer votre application de version en version. Ouais, t'es suivi, quoi. T'es suivi. Si vous êtes sur cross-platform, vous avez le risque que la plateforme cross-platform s'arrête, parce qu'il y a plein de fois, je vous rappelle, ceux qui ont démarré avec Ionic 1, ils ont tout jeté, quoi. Et vous avez le temps que la plateforme se mette à jour. Il y a des problématiques aujourd'hui sur je pense notamment à App Store, qui est peut-être le plus rigoureux sévère, et le plus sévère des deux, mais où si tu as développé une application en cross-platform, est-ce qu'ils sont plus durs sur le contrôle ? Est-ce que c'est plus compliqué qu'une application en natif ? Est-ce qu'ils mettent des barrières vraiment ? Ou pas. Il y a une époque où ils ont mis beaucoup de barrières, c'est notamment quand ils ont migré ils avaient changé le kit de développement Safari, je sais plus trop ce qu'ils avaient fait, et ils avaient été très très stricts, notamment sur Ionic, parce qu'ils utilisaient toujours une vieille techno, et au bout d'un moment Apple ils ont dit, fidèles à eux-mêmes, ils ont dit non, on arrête de supporter ça, et du coup il fallait vraiment mettre à jour la techno, sauf qu'Ionic a un peu traîné, et c'est ce qui s'est passé, mais globalement maintenant ça va, hormis les petites mises à jour, les grosses mises à jour plutôt comme ça va. Ça nous accepte quand même, quoi. Moi, je dirais que quand même, l'intérêt d'un Apple et d'un Google, c'est qu'il n'y ait pas de cross-platform. Parce que c'est pas du tout leur intérêt. Mais pourtant, Google a développé Flutter. Oui, mais parce qu'ils veulent gagner du marché sur iOS. Mais le véritable intérêt de ces plateformes-là, c'est de vous enfermer sur leur techno. Du coup, Apple va toujours sortir des nouveautés qui
par définition, n'existeront pas sur Android ou l'inverse. Et Android faudra faire la même chose. Donc mécaniquement, vous avez deux plateformes qui sont en dessous du cross-platform qui sont divergentes par conception. Donc votre cross-platform, il est toujours au milieu en train d'essayer de recoller deux choses qui sont divergentes là-dessus. Et quand Apple sortira un nouveau capteur, il va faire en sorte que ça soit pas accessible sur Android parce que c'est un avantage différenciant. Donc il faut bien voir que c'est des plateformes qui n'ont pas de volonté de convergence. Parce que s'ils voulaient faire de la convergence, le sujet il serait réglé en 10 minutes. Quoi. Je veux dire, c'est des périphériques qui ont les mêmes types de processeurs, qui ont les mêmes... donc, ils se mettaient dans une salle et en 2 ans, ils sortaient un framework... Voilà, ils sortaient une API compatible, c'est pas compliqué à faire. Hein. C'est ce qu'ils n'ont pas de volonté de le faire et ils n'auront pas de volonté tant qu'ils ne seront pas contrairement forcés par la loi. Donc il faut bien être conscient que prendre le choix du cross-platform, c'est essayer d'avoir 2 jambes et un grand écart entre 2 plateformes qui ont la bougeotte chacun de leur côté. Du coup, aujourd'hui, concrètement, avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut finalement conseiller à des entreprises, à des porteurs de projets qui veulent lancer une application mobile pour quel type de projet? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas une solution pour tout, mais en tout cas, pour quel type de projet vaut-il mieux utiliser du coup du natif ou du cross-platform? Tu disais, Philippe, tout à l'heure que le natif, c'est pour des besoins de performance, c'est mieux. Moi, globalement, si vous avez une application qui est complexe, avec des fonctionnalités complexes, et que vous avez les moyens et que vous êtes une grosse entreprise, il n'y a pas vraiment de raison, je pense, de partir sur du cross-platform parce que ça va plutôt vous mettre des freins sur le long terme. Si vous êtes une petite boîte ou une PME ou que vous avez une application qui est standard, c'est-à-dire au sens où on va faire des choses qui n'ont pas d'interaction forte avec le périphérique ou qui sont des choses assez classiques, un petit site de vente, un petit check-out, un petit, des trucs comme ça. Là, le cross-platform a tout à fait son sens parce que ça vous évitera d'avoir 2 applications. Mais ce qu'on voit, c'est sur les grosses applications qui sont parties en cross-platform, ça galère un peu parce que du coup, c'est un peu plus compliqué. Moi, je sais pas si vous avez autour de la table d'autres avis sur le sujet, mais... Moi, je suis globalement d'accord avec toi et je rajouterais même que Facebook, à une époque, était parti sur du cross-platform. Et je crois qu'ils sont revenus beaucoup sur du natif ces derniers temps pour leur application. Moi, je sais que, par exemple, sur le site de Flutter, ils se vendent d'avoir des très grosses applications en Flutter, comme Alibaba en Chine ou les sites, tout ce qui est application de voitures. Ils ont Mercedes, Audi, ils ont leur propre application Gmail et en Flutter, Google App Store et en Google, Play Store et en Google. Donc, ils se vendent de le faire. Après, est-ce que c'est la meilleure idée? Je sais pas. Mais moi, je pense, de toute façon, comme disait Philippe, pour tout ce qui est un peu touchy, un peu complexe, le natif, ce sera toujours mieux. Mais pour ce qui est, par exemple, site de vente, je vois pas pourquoi on partirait pas sur une application grosse plateforme qui permet d'avoir les 2 applications, maintenant du desktop, et de plus en plus, ils vont de plus en plus... je serais curieux de savoir, dans les startups qui ont des applications dont le cœur de métier, c'est une application mobile, tu vois. Je serais curieux de savoir s'il y en a beaucoup qui sont partis en cross-platform. Hein. Je pense que c'est une stat pas évidente à choper. Quoi? C'est pas une stat facile à choper, à mon avis. J'ai essayé de trouver les parts de marché des applications en cross-platform et en native et j'ai pas trouvé. Donc, je sais pas si c'est pas forcément divulgué ça. Est-ce que c'est recensé vraiment? En fait, les seuls stats qu'on a à propos de la différence entre les cross-platforms, ça va être le nombre de questions sur Stack Overflow, le nombre de projets GitHub sur GitHub, et c'est les seuls stats qu'on a. Sauf que souvent, ça se rapporte pas au projet d'entreprise, mais plutôt aux développeurs de manière générale. Du web. C'est pour ça que je dis que Flutter est au niveau de React, mais c'est juste sur ces stats-là. Et du coup, avant juste ça veut absolument rien dire. Avant juste de se quitter, vous pensez que ça va évoluer comment? C'est quoi vos convictions sur le mobile sur les 3-5 prochaines années? Vous pensez qu'on va toujours avoir cette espèce de dualité entre le natif et le cross-platform, ou est-ce que l'un va prendre la part sur l'autre? Je pense qu'il y aura toujours plus de natifs, tant que les plateformes ne se mettront pas d'accord pour unifier leur plateforme. Ouais, puis après, en informatique, tu as un effet qui est très classique, qui est l'effet parc. L'effet parc, c'est que plus tu avances dans le temps, plus c'est difficile de changer les technos qui sont dedans. Donc là, tu as un effet parc qui a une dizaine d'années, donc tu as plein d'applications qui sont parties en natif parce qu'il n'y avait que ça, donc elles sont pas prêtes de changer, quoi. L'effet parc en informatique, faut vraiment... faut voir ça comme étant un des drivers les plus fondamentaux de tout. C'est pour ça qu'il y a encore du PHP, c'est pour ça qu'il y a encore des technologies et tout. Il y a ça, c'est qu'une fois que vous êtes parti et qu'il y a beaucoup d'embarqués dessus, vous ne changez pas si facilement que ça, quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de COBOL, on peut citer ce genre de choses, c'est que il ne faut pas croire, quand une nouvelle technologie arrive sur le marché, s'il y a un nouvel usage, en fait, globalement, cette technologie va pouvoir s'imposer facilement. Mais une fois que vous avez... quelques milliards de périphériques installés et des applications développées pour quelques milliards de lignes de code dessus, faire évoluer quand vous êtes décideur à vous dire, même si par exemple je prends Arthur qui me dit que Flutter c'est super, je suis décideur de mon entreprise, j'ai une application qui existe depuis 5-6 ans, il me dit qu'il faudrait la redévelopper en Flutter,
voilà, la question va se poser. Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt par rapport à les coût, 40 que millions ça- d'euros que j'ai déjà dépensés dans mon C'est application? sûr que sur des applications déjà C'est existantes, très il n'y a compliqué. quasiment aucun intérêt de migrer. C'est Et- plus pour des nouvelles applications. Et si vous prenez, et il faut regarder la réalité de ce qu'est un téléphone portable aujourd'hui sur les applications qui sont installées, je pense que si on faisait le tour autour de la table, vous n'avez pas installé beaucoup d'applications ces 6 derniers mois, par exemple. Je pense que vous avez un parc. Non, tu utilises toujours les mêmes. Tu as un de parc base. d'applications qui est celle que tu as l'habitude d'utiliser et il n'y en a pas tant que ça qui sortent. Mm. Alors vous allez me dire les TikTok et compagnie, mais je veux dire, c'est des phénomènes, mais je veux dire, sur le parc globalement, il n'y a pas tant d'applications que ça. Et je regardais même que globalement, il y a beaucoup d'entreprises qui considèrent que les applications, c'est mort en ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus faire d'applications facilement découvrables par des gens sur un store, à moins d'avoir des moyens marketing monstrueux. Ouais. Donc ouais, je pense que l'avenir du mobile, c'est de plus en plus de la maintenance et de l'évolution d'applications déjà existantes avec des nouvelles fonctionnalités, des créations Plutôt que de la from création, scratch ouais. d'applications mobiles. Bah, on n'est pas sollicité souvent parce que c'est plus... Et puis je trouve qu'au final, moi j'ai tendance à plus aller sur un site internet que télécharger l'application mobile. C'est-à-dire que j'utilise plein par exemple, de services où ils ont leur application mobile, mais je vois pas l'intérêt de télécharger l'application mobile où tu peux juste aller sur leur site et faire tout ce qu'ils font déjà sur leur site. Moi, c'est un peu le concept que j'ai avec l'équipe. Par exemple, Oui. je lis l'équipe parce que j'aime bien la vie sportive, mais en fait, l'application mobile est bourrée de pubs alors que sur le navigateur, il y en a 1000 fois moins. Donc, je vois pas pourquoi j'utiliserais l'application mobile qui va m'enferrer dans un écosystème. C'est ça. Et je pense que, comme tu dis, il y a avant quand la majorité des contenus web n'étaient pas adaptables au mobile, on utilisait des applications, et maintenant que c'est toujours adaptable, Ouais, tout est responsive, donc je vois plus trop l'intérêt d'utiliser l'application mobile. moi. Après, le vrai intérêt, je pense que ça va rester le hors ligne, mais bon, on est de moins en moins hors ligne quand Ouais. même. et encore après, même toutes les applications mobiles, elles sont pas utilisables. Enfin, Oui. c'est que de la visualisation Et hors puis, ligne. je pense qu'il y a aussi un phénomène, mais dans le milieu de l'entreprise, qui était que pendant un temps, tout le monde voulait avoir son application mobile en disant on allait tout faire en mobilité sur le terrain, sur un téléphone. Et on est un peu revenu en arrière en disant en fait 99% des tâches elles sont pas faisables sur un téléphone. Quoi. Je veux dire, vous n'allez pas faire votre devis pour votre client sur un téléphone. En fait, dans la vraie vie, Tu rentres chez toi, tu le fais sur tu ton rentres PC. chez toi, tu le fais sur ton PC. Donc en fait, les applications mobiles, elles sont devenues plus comme une extension du SI et apporter là où les fonctionnalités, mais très pointues, qu'on a besoin sur le terrain, la visualisation par exemple, et de moins en moins de trucs. Pendant un temps, on avait des boîtes qui venaient nous voir en disant ouais, on va faire tout notre SI en mobile, comme ça on sera tous en mobilité. Bon, dans la réalité des choses, les gens ils sont derrière un PC, que ce soit chez eux ou pour bosser, et beaucoup moins sur un mobile qu'on ne le pense. On fait plein de choses sur un mobile, travailler. un peu moins. Quoi? Un peu moins. Tu parlais du coup de la maintenance et évolution, ça va ramener ma dernière question avant qu'on clôt le débat. Je te prépare des transitions. C'est incroyable. C'est qu'en ce moment, on parle beaucoup de la 5G, de l'arrivée de la 5G, du déploiement en ce moment. Est-ce que ça va changer quelque chose, me poser la question sur les applications mobiles qui sont déjà développées, ou est-ce que ça va être totalement transparent pour Moi, je pense que ça a déjà changé quelque chose depuis la 4G, en fait, Oui. sur le passage au cloud, tout simplement. Parce qu'en 3G, en Edge, c'était quasiment impossible de se dire qu'il fallait une connexion Internet en permanence pour utiliser une application mobile. Aujourd'hui, avec la 4G et bientôt la 5G, on a des connexions qui ont des débits plus rapides que la DSL, par exemple. Et ça permet d'avoir une application qui est connectée en permanence sans que ça pose vraiment de problème à l'utilisateur. Donc on peut tout de suite déporter beaucoup de choses sur des API distantes et sur par exemple des Firebase, des Azure, AWS, ce qu'on ne pouvait pas forcément faire avant parce qu'on avait tout simplement soit pas le forfait parce que c'était pas illimité, soit pas le débit pour pouvoir faire ce genre de traitement. Après, je vois pas ce que la 5G pourra apporter de plus que la 4G, dans le sens où c'est vraiment une course à la vitesse qui, pour l'instant, je trouve, n'est pas justifiée, qui sera justifiée vraiment quand on aura besoin de... Parce que je trouve la différence entre 4G et 5G n'est pas non plus assez grande pour que ça révolutionne tout. Mais surtout qu'il n'y a pas... Enfin, moi, je suis très très contre la 5G parce qu'en fait, ça n'apporte rien. Oui. C'est-à-dire que c'est une accélération de débit sur un débit qui était déjà monstrueux et qu'on n'utilise pas. Donc sur votre téléphone 4G, vous n'êtes jamais à la saturation de la capacité de la 4G. Donc passer à la 5G, à part vous vendre des forfaits... Je trouve en fait, il n'y a pas une assez grosse... Tu vois, ça aurait été genre du teraseconde. Là, ça aurait été révolutionnaire. Avec un téraseconde. Non, Je mais crois d'accord. le partage de connexion, ça va... Non, mais va je améliorer pense les qu'il faut revenir. On est Pour une nous, boîte- en tant non, mais qu'utilisateur, peut-être pas, mais il y a on est- peut-être des oui, mais utilisations... On est une boîte d'informaticiens. Enfin, moi, c'est la seule technologie que j'ai vu sortir où on est une boîte d'informaticiens où tout le monde s'en balèque. Oui. Mais j'ai C'est essayé de vrai. passer en 5G. Non, mais donc c'est en fait, t'es incroyable. moins rapide C'est-à-dire qu'avant. que- Parce qu'en fait, il n'y a c'est-à-dire tellement pas de couverture 5G que ça sert à rien d'avoir de la 5G. Mais surtout que ça servira à rien même si tu l'avais. C'est-à-dire qu'une fois que tu es en 5G, ça sert à rien. Et quand vous avez, moi je cette technologie, je pense qu'elle ne sert à rien et qu'elle ne sera pas déployée ou à minima ou dans 10 ans et en fait tout le monde s'en foutra. C'est que quand vous avez une boîte d'informaticiens, il y a une nouvelle techno qui sort et il n'y a pas un mec dans l'open space qui a envie de l'acheter, c'est que la techno elle sert à rien. C'est vrai. Et Dieu sait qu'on a des mecs qui sont prêts à acheter le dernier iPhone qui sort avec presque rien, tu vois.
Donc je me dis si, enfin c'est le genre de techno qui sert à rien Oui, parce clairement. qu'en fait il y a pas de traction quoi. En fait, il n'y a pas de gap, contrairement à la 3G vers la 4G, où C'est là, ça, il y y avait a pas de vraiment gap. un gap. Et là, il y a peu. Et Quoi. on vous vend des usages qui n'existent pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on vous dit ouais mais vous pourrez télécharger des films en 10 millisecondes. Franchement n'importe qui je mets au défi. Vous prenez votre téléphone, vous lancez un film Netflix avec votre 4G. Le truc il est beau, ça s'affiche instantanément, ça rame pas quoi. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir un truc qui va télécharger des films en 4K pour un téléphone? Enfin ça a aucun Pour un sens. téléphone qui n'est pas 4K lui-même. C'est ça, Christian. Pour un téléphone qui n'affiche pas la 4K en C'est lui-même. ça. Donc Et puis après, c'est pareil, vous prenez votre Facebook, votre Twitter, ce que vous aimez, est-ce que vraiment ça rame? Jamais. Il y a certains cas où ça va, mais là, moi, où je te rejoins, c'est que je trouve qu'il devrait plus améliorer la couverture de la 4G Ouais. plutôt que de proposer un nouveau réseau 5G. En fait, il faudrait trouver une nouvelle technologie qui, elle, peut couvrir facilement des plus grandes zones. Alors que la 5G, c'est horrible. Je crois que c'est 500 mètres la couverture de une Ouais, et antenne puis ça 4, demande, 5G. ça demande enfin, écologiquement, énergie. c'est complètement stupide et aucun informaticien n'a vraiment besoin de cette technologie-là. Donc, si aucun informaticien en a besoin, est-ce que vraiment le kidam moyen en a besoin, quoi? Enfin, je veux dire, pour le moment, il faut revenir à. Alors qu'on utilise Linux. Hein. Quoi? On utilise Linux et personne n'a besoin de Linux. C'est ça. Et ouais, c'est ça. Je veux dire, des technologies inutiles, on en utilise. On en a Donc, beaucoup. Hein. non. Mais faites le sondage autour de vous. Qui, dans vos amis, est content d'avoir la 5G ou a envie de payer pour avoir la 5G? Nous, on n'en parle même pas. Voilà. Donc, voilà, c'est pas un Bah, sujet. non, mais ouais, c'est ça. Mais si c'est pas de sujet, c'est qu'il n'y a pas de. C'est qu'il n'y a pas d'évolution, enfin, c'est qu'il n'y a pas de technologie. Moi, ça me rappelle exactement. Je ferai. Oh là là, le point historique. Ça me rappelle exactement quand on m'a expliqué que tous les téléviseurs seraient en 3D. Et en fait, tout le monde s'en foutait parce que personne n'en voulait. Et du coup, la techno a été arrêtée. Et ça me rappelle exactement ce qu'on est en train de vivre avec la réalité virtuelle. C'est-à-dire que tout le monde va avoir des casques de réalité virtuelle. Vous allez voir, ça va être fantastique. Ça fait un bide. Parce que si les informaticiens, enfin, c'est un truc de base, mais si l'informaticien de base n'a pas envie d'acheter une techno, je peux vous dire que c'est pas prêt d'être déployé dans le grand public. Pendant qu'on est dans le mobile, qu'est-ce que tu penses des smartphones pliables? Tu penses que ça a vraiment quelque chose ou c'est du gadget? Bah, je vois pas l'usage non plus. Enfin, je veux dire. Moi, je pense que ça va faire comme d'habitude, c'est quand Apple va sortir le sien, là, il y aura un intérêt. Et il y a beaucoup de constructeurs qui vont se mettre dessus, mais pour l'instant, Oui, mais les c'est- gens s'en fichent. C'est quand même une techno qui a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'en fait, Non, c'est Un écran plus grand. Ouais, oui, voilà, t'as un écran plus grand, mais je veux dire, c'est un peu comme la course aux derniers iPhone. Ça fait 5 générations et on Il y a a un rien. fanboy à côté de la table, à côté de nous, Jordan. Il y a rien. Non, mais je suis d'accord. Moi, j'ai C'est pas. vrai qu'ils n'ont même pas mis un nouveau capteur, ils n'ont même Non. pas mis. Il y a- Si, la photo peut-être a évolué, mais comme tous les iPhones, tous les ans, téléphones, ouais. comme tout le monde. C'est déjà une photo qui est magnifique. Ah oui, c'est ça. 48 T'as pas mégapixels, besoin. que c'est t'as besoin d'avoir 3 caméras pour le Ah. faire. Quoi. En parlant d'Apple, du coup, on va passer au coup de cœur, coup de gueule. Jordan, pour rester dans le thème, je crois que tu avais quelque chose à nous dire. Petit résumé de la keynote. Petit résumé de la dernière conférence. Apple, donc moi j'en ai deux, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Donc le coup de cœur, ça serait les puces Apple Silicon. J'en ai pas utilisé encore, mais je sais que Philippe en a un au quotidien et je pense que tu en es très satisfait. Ouais, c'est surtout sur l'autonomie que c'est impressionnant. Ouais. Et je pense que les nouvelles puces, des données que j'ai pu voir, sont très intéressantes. Bah, sur le papier, elles sont, je crois, 2 fois. Il y en a une Ouais. qui est 2 fois meilleure que celle existante et il y en a une autre qui est 2 fois meilleure que celle qui est 2 fois meilleure que celle existante. Enfin, sur le papier, c'est. Après, c'est le papier d'Apple, Oui, donc c'est faut se le méfier toujours. Mais là, ils ont publié des benches, etc. Ça a l'air vraiment, vraiment pas mal. Et je comprends pas comment est-ce qu'ils peuvent avoir. Est-ce qu'ils ont vraiment un gap avec les constructeurs Intel qui sont déjà sur le marché Ah bah, ou est-ce que. complètement, ouais. D'accord. Parce qu'ils se sont mis d'un coup et on a l'impression qu'ils ont révolutionné Non, le mais en milieu fait, c'est pas ça, c'est que c'est l'architecture qui est derrière qui est différente. C'est-à-dire et qui est que faite que pour Apple. c'est un x4. Non, Non, c'est de l'ARM. C'est de l'ARM. C'est D'accord. c'est de l'ARM versus un x86. Donc, c'est pas tout à fait du coup les mêmes architectures. Et c'est un combat informatique qui existe Et pourquoi, depuis, pourquoi depuis- les autres ne sont pas passés sur ça si c'est. Mais tout est passé sur ça. Je veux dire, la moitié de tous les téléphones du marché sont sur de l'ARM. Donc D'accord. c'est pas une technologie nouvelle en fait, c'est qu'a fait Apple. C'est juste qu'ils l'ont adapté au monde du PC, mais ça existe déjà hein, dans les D'accord. serveurs. Si vous êtes sur AWS, vous pouvez déjà mettre votre base de données sur des processeurs ARM qui savent pas tout faire, mais qui savent faire des choses très bien. Et du coup, le coup de force, c'est d'avoir adapté assez rapidement dans le monde D'accord. du desktop, mais c'est pas une technologie nouvelle quoi. Mais est-ce que c'est pas. Moi aussi, je me dis, c'est peut-être. Vu que Apple, vu que la communauté Apple n'hésite pas à acheter des ordinateurs très chers comparé à ce que paye par exemple un ordinateur Asus ou quoi, peut-être que Asus a moins a moins envie de se mettre sur un marché très haut de gamme parce qu'ils savent très bien que personne va acheter un Asus à 2500 Je euros. pense pas que ce soit très haut de gamme. Hein. L'ARM, ça reviendrait peut-être même moins cher que des processeurs. Ouais, actuels. puis, non, mais Mais c'est fou alors qu'il y ait personne d'autre qui s'y mette Mais parce que. mais c'est pas vrai. Windows avait tenté de faire D'accord. un PC ARM, une tablette ARM Ouais, les il y surfaces. a la Surface il y a quelques années. Ils ne sont pas bien arrivés parce Ouais. qu'ils n'avaient pas fait de la rétrocompatibilité. Là où a été fort Apple, c'est qu'ils ont fait un système qui est vraiment fully rétrocompatible avec ce que tu avais avant. Et du coup, toutes les applications fonctionnent. Ok.
Bah, du coup, j'aimerais bien qu'ils sortent quelque chose pour un ordinateur. Bah, ça va arriver. Hein. Parce que c'est plus, ça a l'air exceptionnel, mais moi, j'ai pas forcément l'ambition d'avoir un Apple ou même, je sais pas si elle est Mais disponible. ça va arriver, ça existe déjà. Sur les serveurs, il y en a beaucoup et c'est une question d'intégration. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que l'univers Microsoft n'est pas du tout aussi bien intégré. Donc, du coup, si tu veux changer d'architecture pros, c'est pas le même débat, quoi. On revient un peu au sujet, mais pour moi, c'est la force d'Apple actuellement, enfin, depuis toujours, c'est qu'ils maîtrisent leur matériel et leur logiciel. Ouais. Donc, c'est là que... C'est vrai que c'est eux qui décident de tout ce qui sort, donc ils font ce qu'ils veulent et ils le font très bien, quoi. C'est ça. Et du coup, le petit coup de gueule, c'était après cette fameuse conférence, on a eu droit à une chiffonnette Apple à 25 € qui peut nettoyer tous les écrans Apple, bien sûr. Et si vous regardez dans les compatibilités, n'est pas compatible avec l'iPhone 5. Ouais. Attention. Donc, elle nettoiera tous vos iPhones sauf l'iPhone 5. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est ça. Ils ont mis toute une liste de compatibilité, ça s'arrête à l'iPhone 6. Ouais. Donc attention, si vous avez l'iPhone 5, n'achetez pas la chiffonnette à 25 €. Et tu peux pas nettoyer ta surface avec parce que c'est pas compatible. Ou n'achetez pas la chiffonnette Pas compatible. C'est des génies. Surtout que si on regarde la description, c'est vraiment juste des microfibres, il n'y a rien d'exceptionnel, enfin il n'y a rien de nouveau. C'est juste... Mais il y a bien une pomme croquée dessus, non? Oui, c'est ça. Il y a une pomme croquée, mais je veux dire, ils auraient pu trouver un matériau nouveau et innovant et tout, mais non, c'est juste des microfibres, comme on peut avoir sur Amazon à 40 centimes. Ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, c'était inclus dans le boîte de Mac. Quand tu achetais un Mac, c'était inclus, et maintenant, ça l'est plus. Qu'est-ce qu'ils feraient pas pour vendre un petit peu plus? Alors déjà, c'était quoi? Il va avoir une boîte qui vaut 2000 milliards de dollars si tu fais pas des trucs comme ça. Mais c'était pas l'année dernière qu'ils avaient sorti le Mac, mais sans le pied, où il fallait rajouter encore 300 € je crois pour avoir le pied du Mac. C'était l'écran, non? C'était l'écran, c'était pas un écran où tu avais l'écran sans le pied, il fallait remettre 300 € pour avoir l'écran. Enfin, c'est du kit, c'est devenu Ikea, c'est quelque chose. Hein. Les génies du marketing. Ils sont forts pour gérer leur environnement, mais quand il faut vendre, ça se vend, donc c'est des génies, mais parce que les gens sont un peu... voilà. Pour acheter une chiffonnette à 25 €, oui, quand même. C'est un peu... Ils poussent, à force de pousser, peut-être qu'ils vont commencer à se faire lyncher, je sais pas. Hein. Ah, ça commence, hein. Ouais. Ils mettent un peu ça sur le dos de l'environnement, etc. à chaque fois, mais au bout d'un moment, ça passera pas, je pense. Peut-être plus. Tu peux juste... pas la faire à 25 €, quoi. Je suis pas sûr, les gens sont captifs, tu peux pas changer, en fait... Enfin, tu prends un utilisateur d'iPhone, il changera pas. Non, il changera pas, même s'il faut payer 25 € de plus, il changera pas. C'est sûr que tu changeras pas, mais là où ils augmentent les tarifs, et alors qu'ils ont de moins en moins de contenu dans les appareils qu'ils vendent... En fait, leur véritable stratégie, si tu sors du discours marketing et que tu rentres dans le discours qu'ils ont en interne, c'est que les gens utilisent depuis longtemps leur... En fait, comment ils calculent les prix des devices? Ils ne calculent pas par rapport à leur prix de fab. Ils considèrent que t'as un coût, mais à l'année. Et en fait, ils considèrent que quelqu'un qui achète, par exemple, un MacBook Pro, il va l'utiliser 6 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc, ils considèrent qu'un mec de Windows, il va l'utiliser genre un Asus 2 ou 3 ans. Donc, ils considèrent que logiquement, c'est normal de vendre 2 fois plus cher. C'est ça leur vrai pricing, comment ils le font. Et ce qui n'est pas complètement faux. Mais je suis d'accord sur les PC, mais tout ce qui est mobile, je trouve que c'est beaucoup moins vrai. Non, je suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai eu des... oui, non, mais ça dure longtemps. Mais je veux dire... Ça dure super longtemps. Ah, oui, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord sur le fait que ça dure longtemps, mais je sais pas si les vrais fans d'Apple en achètent pas tous les 2 ans. Oui, mais si tu regardes des et c'est là, moi je suis pas du tout un défenseur du modèle tarifaire, mais si tu regardes, eux, ils considèrent le coût à l'année. Les gens qui ont un iPhone, finalement, ils l'utilisent plus longtemps qu'un mec qui a un Android. Et c'est vrai que quand tu prends tes amis qui ont des Android à 300 balles, ils les changent tous les 2 ans parce que le truc c'est une bouse, quoi. Tu vois. Oui, mais après il y a aussi des Android très bien à 800 balles. Oui, mais les supports, par exemple, de Samsung et compagnie sur les mises à jour, elles durent pas 8 ans. Hein. Oui. Là où Apple est fort, c'est, comme ça rejoint ce que tu dis, c'est que moi j'ai un iPhone 6S, bon je l'utilise plus au quotidien, mais j'ai un iPhone 6S et il est encore à jour avec les dernières versions d'iOS. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités certes, mais... Je pense que tu pourras pas mettre ta chiffonnette dessus sur la prochaine chiffonnette. Ça. La chiffonnette 2 et tu pourras pas l'employer. C'est ça. Bon merci du coup à tous d'avoir donné votre avis sur les technomobiles. Et puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Salut. Salut, bye.